Bonjour, je suis Mayolek et j'aime défoncer les théories Disney. Ah, ça faisait longtemps. Durant mon périple dans la découverte de ce domaine, je me suis rendu compte que faire des théories sur les films et séries servait généralement trois buts. Le premier est d'ajouter une complexité, une profondeur supplémentaire à l'univers en proposant une nouvelle interprétation d'une situation ou d'un événement. C'est ce qui a été fait dans Le Bossu de Notre-Dame en disant que les gargouilles sont dans la tête de Quasimodo, et dans Le Monde de Nemo en disant que Nemo est dans la tête de Marin, et dans Là-haut en disant que tout ce qui se passe est dans la tête de Karl. Oui, il y a beaucoup de théories qui reposent sur le postulat « En fait, tout est dans sa tête ». Le second est de s'imaginer des liens entre des personnages, qu'ils soient de la même franchise, comme Jessie et la mère d'Andy qui aurait été l'ancienne propriétaire de cette première, ou de deux franchises différentes, comme Ariel et Hercule, qui seraient cousins éloignés d'après la logique mythologique, même si les séries dérivées ne semblent pas trop s'accorder là-dessus. Elsa et Anna qui seraient parents avec à peu près tout le monde dans l'univers Disney. Et le troisième but de ces théories est, assez curieusement, de vouloir justifier des incohérences de première lecture. C'est également ce qu'a voulu accomplir la théorie sur Là-haut, afin de répondre aux questionnements sur la différence d'âge entre Carl et Muntz, entre autres choses. Dans le même ordre d'idées, il existe une théorie qui affirme que cet homme n'est pas Charles Muntz, mais un fan illuminé qui l'a tué et se fait passer pour lui. Disney n'aura jamais été aussi sombre que dans leur théorie de fans et leur parodie hentai. Mulan a une théorie de ce genre. Lorsque le grand dragon de pierre ne se réveille pas au son du gong de Mushu, pour certains ce n'est pas dû à une grossièreté de mise en scène, parce que des gens croient sincèrement que les studios Disney sont des créateurs artistiques irréprochables et que chaque détail de leur film est pensé minutieusement. S'il n'a pas répondu donc, c'est parce que son âme s'était déjà transférée dans le corps de Mulan dans cette scène de plus tôt pour lui donner du courage, et donc il n'y avait plus personne dans cette statue. Ça fait une victime de moins pour le compteur de mort de Mushu. Cette théorie tient plutôt bien la route car elle est efficacement appuyée par les scènes du film, même si ça peut paraître un peu insultant pour notre héroïne qu'on insinue qu'elle ait besoin d'une aide extérieure pour prendre sa grande décision. Mais bon, le degré d'influence à ce moment-là est libre à l'imagination, donc ça ne me gêne pas énormément. Et à côté de ça, il y a des théories qui n'en sont pas. Comme ce petit joyau qui clame que Vaiana est un la petite sirène inversée, vu qu'il semblerait qu'on retrouve les mêmes éléments dans les deux films, mais de façon contraire. Déjà, un la petite sirène inversée, ça existe déjà. Ensuite, même si c'était vrai, ce que je ne ressens pas particulièrement, ce ne serait pas une théorie, mais une observation. Évitez de donner le nom de théorie à tout et n'importe quoi, s'il vous plaît. Et puisqu'on parle de Vaiana, ce film a eu droit à son lot de théories, la plupart assez haut perché, mais on va s'intéresser à deux d'entre elles qui tombent dans la troisième catégorie, c'est-à-dire justifier une incohérence. Et assez curieusement, ça concerne toujours le même personnage, l'océan. La première théorie veut répondre au fait que grand-mère Tala est étrangement la seule à connaître l'histoire de Te Fiti, en disant qu'en réalité, elle ne fait qu'un avec l'océan. Et par là, je veux dire qu'ils sont la même personne, n'y voyez aucun truc, hélas. Même s'il aurait facilement de quoi la rendre humide. Putain, j'ai vraiment honte de moi des fois. Ça expliquerait donc pourquoi personne d'autre n'est au courant de l'histoire qu'elle raconte, et c'est en adéquation avec le fait qu'elle a les mêmes aspirations pour Vaiana. Et pour la fois où on les a vus au même moment ensemble, on va dire qu'elle a le don d'ubiquité. Cependant, ça soulève plusieurs questions. Est-ce que l'océan se réincarne en différentes personnes au fur et à mesure que ces personnes vieillissent et meurent? Les incarnations humaines de l'océan peuvent se reproduire avec d'autres humains, à moins que ce soit la mère adoptive du chef de village? Et surtout, est-ce que ça voulait dire qu'elle s'était foutue de la gueule de sa petite fille quand elle a dit qu'elle se réincarnerait en Rey, quand elle est réapparue plus tard en semblant confirmer ça? D'ailleurs, qu'est-ce que ça lui apporte de jouer double rôle avec elle une fois qu'elle est partie dans sa quête? Je pense qu'elle se sentirait plus sûre d'elle si elle savait être accompagnée par sa grand-mère aimante et pas juste par une entité qu'elle connaît à peine. Je sais que le film aime bien les révélations de double identité bancale, mais là ça va un joli cran au-dessus. La seconde théorie essaye de justifier le problème que le film lui-même soulève. Si l'océan est si malin que ça, pourquoi est-ce qu'il ne rapporte pas lui-même le cœur de Te Fiti? Et j'insiste sur le mot « essaye » parce que c'est assez discutable quand on y réfléchit. Il doit y avoir une raison. Qu'on vous laisse le soin de trouver pour nous, aux spectateurs qui n'avaient rien à faire de vos journées. Une théorie affirme que si l'esprit de l'océan n'a pas tout simplement rendu son cœur de lui-même à Te Fiti, c'est parce qu'il se languissait de l'absence de navigateur sur son océan et qu'il se doutait qu'en lançant Vaiana dans l'aventure, elle s'affirmerait et convaincrait les siens de reprendre la mer. Parce qu'apparemment, les pirates noix de coco n'est pas une compagnie qui lui suffit. Putain, même l'océan est humanocentrique dans les films américains. Alors déjà, ça a clairement été dit que c'est à cause du fait que le monde est parti en couille suite au vol du cœur de Te Fiti que les navigateurs ont décidé de se poser. Pour protéger notre peuple, les anciens chefs ont interdit les voyages. Donc t'avais qu'à le lui rendre juste après ça et t'aurais jamais eu ce problème.
Et puis, si t'as si envie que ça que les humains te passent dessus, pourquoi t'as pas encouragé le père de Vaiana et son ami au moment où ils voulaient t'explorer, plutôt que de laisser crever ce dernier? Au passage, est-ce que ces grosses vagues qui entourent l'île, c'est genre la seule chose que tu peux pas contrôler chez toi? En plus, si ce que tu veux c'est qu'on te sonde avec le mât bien tendu, je pense que tu aurais facilement pu en convaincre pas mal en te présentant directement à eux comme tu l'as fait avec la petite. Voir c'est croire, comme on dit. Et durant cette grande période de 1000 ans, il y avait vraiment personne à part Vaiana qui avait le potentiel d'exécuter cette tâche pour toi. Cette motivation du personnage n'est pas totalement vide de sens, mais elle repose beaucoup sur le fait que l'esprit de l'océan est un peu un crétin fini. J'imagine que quand on a littéralement pas de neurones, c'est difficile de réfléchir très loin. Néanmoins, pour moi, ça restera juste la grosse facilité scénaristique. L'esprit de l'océan ne peut pas interagir directement avec tes cartes parce que, loi divine, les voix des scénaristes sont impénétrables et c'est pas l'interprétation de leurs écritures par les adeptes spectateurs qui aura su me convaincre cette fois. Histoire pour ceux qui veulent encore y croire. Mais cette voix cachée pense tout autrement. Je ne comprends pas. Si vous aimez me voir parler de Vaiana et de théorie Disney, je vous invite dimanche prochain, 23 septembre à 17h, pour un live spécial. Merci d'avoir suivi, venez nombreux, au revoir.